Catherine Heatherstone avait confectionné 9 des robes présentes dans les salons de Wormsley, cette nuit de la Saint-Michel. 4 d'entre elles, elle les avait faites 2 fois. Elle ne pouvait pas toutes les voir de là où elle était assise. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait leur son. Le boudoir était un placard étroit près du couloir. Il y avait une psyché, 2 chaises, une carafe d'eau qui refroidissait et une odeur de suif et de poudre de violette. Catherine avait la chaise la plus proche de la porte, car c'est là que tombait la lumière. Sa boîte à ouvrage était ouverte sur ses genoux. Des aiguilles dans le couvercle, un papier d'épingle, ses ciseaux sur leur ruban noir. Et dans le petit compartiment avant, le dé à coudre en argent de sa mère. Il était usé d'un côté, par 30 ans de poussée. Madame Loxley avait envoyé une couturière à chaque réception depuis 22 ans. Les ourlets se défont. Les volants sont piétinés par des hommes qui ne savent pas où ils mettent les pieds. Une dame qui a payé 4 guinées pour une robe ne restera pas assise la moitié de la soirée pour un simple lait de tissu déchiré. Et elle se souviendra pendant des années de la jeune fille qui l'a réparée. 6 pence pour la soirée et un souper, si les domestiques s'en souvenaient. Catherine était cette couturière depuis 5 ans. La porte de la salle de bal était entr'ouverte au bout du couloir. De là venait l'odeur de la cire chaude et des fleurs de serre, le frottement de 30 paires de pieds. Et les 2 violons et le violoncelle que Wormsley avait à la place d'un orchestre. Le violoncelle était faux, et il l'avait toujours été. Et chaque année, les intendants payaient l'homme une guinée et ne disaient jamais un mot à ce sujet. C'était ça, la place de Catherine dans le monde. Elle entendait le violoncelle faux. Et elle savait laquelle des dames riant sous le lustre avait eu la même soie entre les mains 3 saisons de suite. Elle savait tout cela. Personne ne la connaissait. À 10h10, la porte claqua. Mademoiselle Gantorp entra sur un talon, sa mère derrière elle, tenant dans son poing 60 centimètres d'un volant lilas. « Piétiné, dit Madame Gantorp, par un homme avec des pieds de cheval de trait. Peut-on le sauver? Laissez-moi voir, madame. » Catherine s'agenouilla sur le plancher. Elle ne demanda pas à Mademoiselle Gantorp de s'asseoir, car Mademoiselle Gantorp ne se serait pas assise. Les dames restent debout dans le boudoir et continuent la conversation qu'elles avaient dans l'autre pièce. La déchirure était nette. Elle suivait le fil du tissu à 7 centimètres au-dessus de l'ourlet. Et le lilas était une fine résille italienne qui permettrait une réparation invisible si la lumière était faible. La lumière dans la salle de bal était faible. 50 bougies, et Wormsley se trouvait magnifique. 8 minutes, dit Catherine. 8. Vous entendez ça, maman? Je l'entends. Elle enfila l'aiguille la plus fine qu'elle avait, au toucher, car lever les yeux lui aurait coûté une seconde, et commença. Ses mains faisaient le travail, ses oreilles faisaient le reste, et bien sûr, ils ne la recevront plus maintenant. Madame Gantorp disait, « On ne fait pas ça après une chose pareille. Je suis désolé pour elle, et je le dis librement. Mais il y a une chose qui s'appelle la réputation d'un lieu. Si la réputation d'un lieu n'est pas maintenue, alors que vaut la fille de n'importe qui? » Elle avait l'air très malade. Mademoiselle Gantorp dit, « Elle a eu beaucoup à supporter, et elle n'a rien supporté avec grâce. Tenez-vous tranquille, mon enfant. Je me tiens tranquille. C'est la fille qui bouge. » Catherine rapprocha la résille, point par point, si petit que le fil entrait et sortait de la même ombre. Au-dessus de sa tête, les 2 femmes discutaient d'une femme qui se trouvait à 9 mètres de là, dans la salle de bal. Elle portait une robe que Catherine avait refaite à partir de la soie du mariage de sa mère ce printemps-là. La famille avait connu des revers de fortune. Ils ne pouvaient pas acheter du neuf et ne voulaient pas qu'on le sache. Elle avait passé 4 jours sur cette robe. Elle avait assorti les nouveaux laits si soigneusement que même en plein jour, il fallait y regarder à 2 fois. Personne n'y avait regardé à 2 fois. Ils avaient tous simplement su, de la manière dont un comté sait toujours tout. « Voilà, » dit Catherine, et elle coupa le fil. Mademoiselle Gantorp se tourna devant le miroir et secoua le volant. « Où est-ce » ? À 7 centimètres au-dessus de l'ourlet. « Mademoiselle, côté gauche. Je ne le vois pas. »« Non, mademoiselle. Comme c'est à droite, dit Madame Gantorp de la voix qu'on utilise pour un chien qui a fait un tour. » Elle posa une pièce de 6 pence sur le coin du lavabo plutôt que dans la main de Catherine, et sortit. La porte se balança. La musique entra bruyamment un instant. Puis elle se referma, et la pièce retourna à l'odeur de suif, de poudre de violette et à la carafe d'eau qui refroidissait. Catherine ramassa la pièce de 6 pence sur le lavabo.
Elle avait appris il y a longtemps à ne pas se soucier de cette chose en particulier. Mais cela la dérangeait toujours, et les deux étaient vrais en même temps. À 11 heures, tout le couloir changea de son. Elle entendit le changement avant de le comprendre. Les violons continuaient, les pieds s'arrêtaient. 40 voix baissant d'un demi-ton en même temps. La façon dont l'ambiance d'une pièce retombe quand quelqu'un d'inattendu entre. Ruth Hollowby, la nourrice du presbytère, passa la tête par la porte du boudoir, les yeux très grands. « Il est venu, dit-elle. Fenwood. Il est venu ici. Il est dans l'embrasure de la porte à cet instant même. Monsieur Pethick l'a fait entrer. Les intendants sont devenus blêmes comme un linge. » Ruth respirait rapidement. 14 mois sans jamais sortir de cette maison, et il entre à 11 heures. Catherine posa son aiguille. Elle n'avait jamais vu le nouveau duc de Fenwood, et presque personne ne l'avait vu. L'ancien, le frère, était une figure du comté depuis 12 ans. C'était un homme corpulent, brillant et très apprécié, qui ouvrait le bal de souscription de Wormsley chaque automne. Il était mort en juin de l'année précédente, dans l'inondation au gué en dessous de Bledlow. Sa femme était dans la calèche à côté de lui, et l'eau dépassait les pierres du passage de plus d'1 mètre. Il rentrait d'un dîner. Il y avait 11 kilomètres par le pont, ou 400 mètres par le gué. Le cocher avait dit que l'eau était haute, et le duc avait dit que l'eau était toujours haute. 2 heures plus tard, un paysan trouva la lanterne de la calèche sur le côté, dans un saule, à 36 mètres en aval. Elle brûlait encore, ce qui était le détail que le comté ne pouvait s'empêcher de ressasser. Ils avaient laissé une fille de 8 ans, et ils avaient laissé un frère cadet que personne n'avait vu depuis 9 ans. Car il avait passé ses 9 ans dans le Northland, gérant les terres d'un autre homme pour 240 livres par an. C'était tout ce que Wormsley savait de Patrick Rushworth, et Wormsley ressassait cela depuis 14 mois. Catherine alla à la porte parce que tout le monde dans le bâtiment allait à une porte. Elle n'alla pas loin. Elle se tint dans le couloir, ses ciseaux toujours sur leur ruban à sa taille, dans la robe de tissu noir que les couturières de Madame Loxley portaient aux réceptions pour être une ombre. Et elle regarda le long des 9 mètres de lumière des bougies, dans la salle de bal. Il se tenait juste à l'entrée. Il était grand et ne se voûtait pas, ce qui, d'une certaine manière, le rendait pire plutôt que meilleur. Car un homme grand qui se voûte a décidé de s'en excuser. Des cheveux auburnes coupés courts, devenant un peu plus foncés sur les tempes. Pas un mauvais manteau. Elle vit le tissu à 9 mètres de distance. D'une qualité supérieure, une coupe londonienne, mais simple, sans rien dessus qui attire le regard. Portée par un homme qui ne savait pas quoi faire de ses mains. Les intendants s'approchèrent de lui en groupe, et il dit quelque chose de bref à chacun d'eux. La contredanse qui se formait se défit pour être présentée et se reforma mal. Catherine regarda toute une salle de gens qui avaient attendu 14 mois pour cela s'arranger autour de lui, à une distance de 2 mètres, comme l'eau autour d'une pierre. Il dansa une fois avec la deuxième fille de Lady Kitson, correctement et sans aucun plaisir. Quand ce fut fini, il s'inclina, la ramena à sa mère et se tint sur le côté de la pièce, les mains derrière le dos. « Il n'a pas souri », murmura Ruth. « Pas une seule fois, à personne. » Catherine le regarda un instant de plus. Ce qu'elle remarqua, ce n'était pas l'absence de sourire. C'était qu'entre les figures de la danse, quand la ligne s'arrêtait, il avait regardé les portes 2 fois, de la manière dont un homme regarde une porte quand il a promis à quelqu'un qu'il resterait jusqu'à une heure précise et qu'il compte. Elle retourna à sa chaise et à sa boîte à ouvrage, car il y aurait encore 3 ourlets avant la fin de la nuit. Et il y en eut. La salle à manger de Wormsley était la longue chambre froide à l'extrémité nord. À minuit et quart, elle contenait les restes d'un souper. Du jambon coupé, un trifle qui tournait à la soupe, 20 verres, 4 bougies sur les 30 et une odeur de sauce froide. Catherine entra parce que la carafe du boudoir était vide depuis 1 heure et que les domestiques étaient tous descendus manger. Le duc de Fenwood se tenait au bout de la table, le dos tourné vers elle, tout à fait seul, ne faisant absolument rien. Elle s'arrêta. Il n'y avait aucun moyen de ressortir sans être entendue. Alors elle fit ce qu'on lui avait appris à faire à 17 ans, c'est-à-dire se transformer en meuble. « Il y a de l'eau dans la carafe bleue, » dit-il sans se retourner. « J'ai déjà regardé. Merci, votre grâce. » Il se tourna alors. Des yeux gris-mer, de la couleur de l'estuaire à Bledlow en février, et un visage plus jeune qu'elle ne s'y attendait,
et beaucoup plus fatigué. Il la regarda un instant, comme s'il résolvait quelque chose. « Vous êtes celle du couloir, dit-il, avec la boîte. Oui, votre grâce. Vous êtes sur cette chaise depuis 8 heures. » C'était vrai. Elle n'avait pas supposé que quiconque de l'autre côté de cette porte l'avait remarqué. Et le fait que celui-ci l'ait fait, la traversa étrangement, comme de l'eau froide sur une dent. « Il y a généralement du travail, votre grâce. » Quel travail! Elle était trop fatiguée pour enjoliver les choses. Un volant piétiné, 2 ourlets à rallonger là où les dames ont grandi, une couture d'épaule défaite dans la contredanse. Elle souleva la boîte à ouvrage d'1 pouce, et une manche où une dame a accroché son bracelet et a pleuré parce qu'elle était neuve. Et vous les réparez. Je fais en sorte que personne ne puisse voir où était le problème. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quelque chose se passa au coin de sa bouche. Pas un sourire. L'endroit où un sourire se serait trouvé s'il en avait eu un ce soir-là. « Répétez ça, dit-il. » Elle leva les yeux. Elle avait parlé à peut-être 4 hommes au-dessus du rang de commerçant dans toute sa vie, et jamais à minuit et quart, et jamais comme ça. Je fais en sorte qu'une chose ait l'air comme si rien ne lui était jamais arrivé. Catherine dit, « C'est tout ce qu'est la réparation, votre grâce. La déchirure est toujours là. Simplement, on ne peut pas la trouver. » Les 4 bougies étaient derrière lui. Elle ne pouvait pas voir son visage. Eh bien, c'était probablement une bénédiction des 2 côtés. « Est-ce que ça tient toujours ?» demanda-t-il. « Non. Quand est-ce que ça ne tient pas? Quand on exerce une pression dessus, dit-elle. Une réparation supportera l'usure ordinaire pendant des années. Elle ne supportera pas d'être tirée. Si vous tirez, elle cède au niveau de la retouche, car la retouche est la seule partie du tissu qui a déjà été brisée une fois. » L'horloge de la ville sonna la demi. Il tourna la tête vers le son. « Minuit et demi, dit-il, surtout pour lui-même. Ça suffira. J'ai dit minuit. » Il posa son verre sur les restes de la table du souper, très précisément au milieu d'une auréole de vin. « Bonne nuit, dit-il. Vous devriez être payé le double pour cette soirée. Vous ne le serez pas. » Et il passa devant elle. Elle entendit ses bottes sur toute la longueur du couloir, puis les portes d'entrée, puis une calèche sur les pavés, se dirigeant vers le nord, hors de la ville, vers Farcourt. Catherine resta dans la salle à manger froide avec une carafe vide à la main, plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Puis elle retourna à sa chaise, car l'aîné de Lady Kitson avait passé son talon à travers un volant lors de la dernière contredanse de la nuit, et il n'y avait personne d'autre pour le faire. Pour comprendre ce que Catherine Hadstone fit du reste de cet automne, il faut remonter 7 ans en arrière, à la vitrine en saillie sur la place du marché. Hadstone était un marchand de toile depuis avant l'arrivée de la route à péage. C'était une boutique étroite avec 4 marches, une rampe en laiton en travers de la vitrine et un comptoir en chêne si vieux qu'il était devenu noir, là où 2 générations de mains s'étaient posées. Thomas Hadstone était un homme doux et précis qui tenait ses comptes d'une écriture ronde de clair et ôtait son chapeau à la femme la plus pauvre de Wormsley quand elle venait pour une aune de coutil. Sa mère faisait le travail de précision dans la pièce du fond. Alice Hadstone avait été apprentie à 14 ans à Bath et pouvait monter une manche mieux que n'importe quelle femme dans 3 comtés. Elle enseignait à sa fille en mettant l'ouvrage devant elle et en ne disant rien jusqu'à ce que ce soit mal fait. Catherine avait 6 ans quand on lui donna son premier ourlet et 9 ans quand sa mère la laissa coudre une vraie couture sur une vraie robe pour une vraie cliente et se tint derrière elle tout le temps, les bras croisés. À la fin, elle dit « ça ira », ce qui, dans cette pièce, était le plus grand des éloges. La maladie des poumons emporta son père lentement, à partir de l'hiver de ses 13 ans. 4 ans de maladie, et le médecin venait de Bledlow pour 7 shillings la visite. Chaque hiver, le stock de la boutique s'amenuisait un peu, car on ne peut pas acheter du tissu avec l'argent qu'on a donné à un médecin. Il mourut en mars de ses 17 ans. La boutique fut vendue en juin à un homme du chef-lieu qui y installa une modiste, et le comptoir en chêne partit en bois de chauffage, ce que Catherine n'avait jamais tout à fait pardonné, et n'avait jamais mentionné à personne. Sa mère vécut encore 1 an et demi. Elle cousit jusqu'à 5 jours avant la fin, assise dans son lit avec l'ouvrage sur les genoux, car l'argent de la maison était ce que ses mains fabriquaient. Il n'y en avait pas d'autre. Catherine l'enterra en novembre et entra chez Madame Loxley le lundi. « Vous voulez une place ?» avait dit Madame Loxley. « Je veux du travail, madame. Une place, c'est le gîte et le couvert,
Et on vous dit qui vous êtes. Le travail, ce n'est rien de tout ça. Montrez-moi vos mains. Elle les avait montrées. Madame Locksley avait alors 58 ans et avait enterré un mari et un commerce à Londres avant de venir dans le Nord. Elle retourna les mains et regarda le cal sur le côté du majeur. « La fille d'Alice Hadstone, dit-elle. 8 shillings la semaine et vous mangez ici. Si vous pleurez dans mon atelier, vous pleurez en silence. » C'était il y a 5 ans. Catherine avait pleuré dans l'atelier exactement 2 fois, en silence. Et Madame Locksley avait posé une tasse de thé à son coude les 2 fois, sans un mot, et avait continué à couper. Ce qu'elle avait de sa mère, c'était le dé à coudre et le livre d'échantillons. Le livre était un grand registre avec une couverture marbrée qui venait de la boutique de son père. Cousu dans le coin avec un seul point de bâti se trouvait un morceau de la largeur d'un doigt de chaque robe qui était passé entre les mains de Catherine depuis ses 14 ans. À côté de chaque morceau, au crayon, 3 lignes de sa petite écriture. Ce que c'était, ce que c'est devenu, qui l'a porté. Ce n'était pas du sentimentalisme. Une couturière qui retouche doit se souvenir 4 ans plus tard si les laits d'une robe ont déjà été retournés, car une robe ne peut être retournée qu'une seule fois. Le livre était sa mémoire. Et c'était aussi, bien qu'elle n'aurait pas utilisé ce mot, le seul témoignage existant de 8 ans de sa vie. Le lendemain de la réception de la Saint-Michel, Wormsley ne parlait que de ça, et l'atelier au-dessus de la boutique en eut tous les échos dès 9 heures. Il est entré à 11 heures et est sorti à midi, dit l'apprenti, Bess, qui le tenait de son frère, qui avait tenu les chevaux. Il n'a jamais soupé, et il n'a jamais dit plus de 2 mots aux intendants. Madame Gunthorpe dit qu'il est orgueilleux. Madame Gunthorpe dit que la pluie est orgueilleuse quand elle lui tombe dessus, dit Madame Locksley. Retourne cet ourlet. On dit qu'il n'est pas à la hauteur, dit Bess avec délectation. Newfoundlands comme agent dans le Northland, et maintenant il est assis dans cette grande maison au volet fermé, et ne veut voir personne. On dit que la petite fille ne parle pas. L'aiguille de Catherine continuait. Elle n'avait rien dit sur la salle à manger, et elle n'allait rien dire. Il y a une sorte de chose qu'une femme dans sa position apprend à ne pas dire à voix haute, car le simple fait de le raconter se transforme immédiatement en autre chose dans la bouche des autres. On dit, répéta Madame Locksley. La famille la plus occupée d'Angleterre. Elle referma ses ciseaux d'un coup sec. La fille de ma cousine est dans cette nursery, et l'enfant parle parfaitement bien quand elle le veut, ce qui n'est pas souvent, et ça ne regarde personne. Et le duc a veillé le cercueil de son frère 2 nuits de suite, et n'a pas voulu qu'on ferme le couvercle avant que la sœur n'arrive de Bristol. Si l'une de vous pense que c'est de l'orgueil, vous pouvez aller être orgueilleuse dans la rue. L'atelier devint silencieux, comme il le faisait environ 2 fois par an. Assieds-toi, Bess. Madame Locksley dit, pas toi, Catherine. Viens ici. Elle avait une lettre à la main. Elle avait été ouverte, et elle portait un sceau qui avait été brisé avec soin plutôt que déchiré. Farcourt, dit-elle, par la main de M. Pettic, leur intendant, qui écrit comme un homme payé au mot. Elle l'attendit. Lis-la, tu vas y aller. Alors autant la lire. Catherine l'a lue 2 fois. Elle demandait à Madame Locksley de se présenter à Farcourt le jeudi 2 octobre et d'amener une personne capable de prendre des mesures et de faire preuve de patience. Le deuil pour le défunt duc et la duchesse devait être mis de côté à la Saint-Michel, sur ordre. Lady Ellen Rushworth avait grandi de 7 cm et n'avait absolument rien apporté qui ne soit noir. Il y avait un 2e paragraphe. Il était plus court et la main avait appuyé plus fort. La commande devait être terminée pour le 18 novembre. Des robes du matin, une pelisse, un chapeau, des gants, des chaussures et une belle robe convenable pour qu'un enfant soit vu par un gentleman venant de Londres pour les affaires de la cour de la chancellerie. La chancellerie, dit Catherine. Madame Locksley reprit la lettre et la plia le long de ses anciens plis. La tante a bougé. Madame Marfleet de Bristol, la propre sœur de la duchesse. Elle a demandé à ce que la garde de cet enfant soit confiée à ses propres mains. Peut-elle faire une chose pareille? Elle peut demander. N'importe qui peut demander. L'enfant est maintenant une pupille de la cour, et la cour est une pièce à Londres avec un homme dedans qui n'a jamais vu Farcourt et ne le verra jamais. Ce qu'il aura à la place, c'est un rapport. Madame Locksley mit la lettre dans la poche de son tablier. Quelqu'un viendra et regardera cette maison et écrira ce qu'il voit. Sur la base de ce qu'il écrira,
Cet enfant sera envoyé à Bristol ou laissé où il est. Et que verra-t-il? Demanda Catherine. Une maison au volet fermé et à l'horloge arrêtée. Un duc qui n'a parlé à personne en 14 mois et une petite fille qui ne dira pas bonjour à un étranger. Madame Locksley reprit ses ciseaux. Et un homme à Londres lira ça pendant son petit déjeuner et pensera, tout à fait raisonnablement, que la tante a l'air d'une femme très sensée. Elle commença à couper, et les ciseaux traversèrent le calicot avec le long son de déchirement qui avait été le son de toute la vie de Catherine. « Jeudi, dit Madame Locksley. Porte la grise. Et Catherine prend ton livre. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, abonnez-vous à la chaîne. » Farcourt se trouvait à 6 kilomètres au nord de Wormsley, au bout d'une allée de tilleuls que quelqu'un entretenait encore. C'est la première chose que Catherine remarqua depuis le cabriolet, et c'est la chose à laquelle elle repensait sans cesse par la suite. L'allée était balayée, les bas-côtés étaient tondus, le mur du parc avait été rejointoyé dans l'année, et les fenêtres du pavillon étaient propres, et chaque volet sur la façade de la maison était fermé. 32 fenêtres en pierre brune chaude, de la couleur d'un pain, baignées par la lumière d'une belle matinée d'octobre. Derrière chaque vitre, la face intérieure d'un volet, peint en blanc, replié et barré. Ils n'ont pas ouvert les pièces de devant depuis les funérailles, dit Madame Locksley. Ne dévisage pas. Ça leur donne l'avantage. Elles allèrent à la porte de côté et étaient attendues, bien que personne n'utilisât le mot « bienvenue ». Madame Tapscott, la gouvernante, était une petite femme sèche de 60 ans, avec un visage comme un conte clos. Elle les fit passer par un couloir en pierre et les mena dans le grand hall de Farcourt. Catherine comprit en environ 4 secondes que cette maison n'était pas ce que le comté en disait. Le comté disait qu'elle était en ruine. Ce n'était pas le cas. Elle était immaculée. Le sol était poli et les chaises étaient bien alignées. Il n'y avait pas une seule toile d'araignée, pas une seule trace de suie, pas une seule lampe éteinte. Et toute la vaste pièce sentait la cire d'abeille et la pierre froide, et rien d'autre. Il n'y avait pas de fleurs, pas de gants sur une table, pas de chapeau, pas de lettres, pas d'ouvrage posé, pas de livre laissé face contre terre sur une chaise. Rien dans ce hall ne suggérait qu'une personne vivante l'avait traversé depuis sa construction. Et sur le mur au-dessus de l'escalier, la grande horloge de parquet se tenait avec ses aiguilles à 6h20. Catherine la regarda une seconde de trop. « Elles sont toutes comme ça, » dit Madame Tapscott sans se retourner. « Celle du hall, celle de l'escalier, les 2 du salon et l'horloge de l'écurie. 6h20, l'heure à laquelle l'homme est remonté du gué. Nous les avons arrêtés cette nuit-là, comme il se doit. Une pause d'exactement un temps. Personne n'a donné l'ordre de les redémarrer. 14 mois, Madame Tapscott, dit Madame Locksley. 16, dit Madame Tapscott. Par ici. La nursery était tout en haut de la maison, du côté est, et c'était la seule pièce qu'elles traversèrent dont les volets étaient ouverts. Quelqu'un y avait pensé au moins. Il y avait un feu, un tapis, des livres, un berceau de poupée, un globe sur un pied avec le vernis usé sur l'Afrique. Lady Ellen Rushworth se tenait à la fenêtre, le dos tourné à la porte. Elle était petite pour 9 ans. Robe noire, ruban noir, bas noirs, et une grande quantité de cheveux sombres que quelqu'un avait brossés, avec plus de devoir que d'amour. Elle ne se retourna pas quand la porte s'ouvrit, ni quand Madame Tapscott dit son nom. Elle resta exactement où elle était, le front touchant presque la vitre, une main agrippant l'autre poignet. Toute la pièce s'organisait autour de ce petit dos noir comme une famille autour d'un lit. « Lady Ellen, » dit Madame Tapscott, « les femmes sont venues pour vos vêtements. » Rien, elle ne se laissera pas faire. Madame Tapscott dit à la pièce en général, de la voix d'une femme rapportant un fait qu'elle a déjà rapporté. Elle ne s'est pas laissée faire pour le cordonnier en juillet, ni pour le coiffeur. Nous avons essayé la fermeté. Comme c'est inhabituel, dit Madame Locksley. Catherine posa sa boîte sur la table et ne s'approcha pas de l'enfant et ne prononça pas son nom. Elle déballa le ruban à mesurer, le papier d'épingle, puis le grand registre marbré aux coins usés, et l'ouvrit à plat sur la table, à la lumière. Et elle commença, tout à fait délibérément, à en tourner les pages comme si elle était seule dans la pièce. Un registre qu'on tourne fait un bruit plus lourd qu'un livre. Derrière elle, Madame Locksley commença à interroger Madame Tapscott sur les presses à linge. C'était une gentillesse, et c'était voulu. Catherine tourna une autre page,
une largeur de main de dimity rayée, et en dessous, au crayon, était un rideau au presbytère de Bledlow, devenu une robe du matin, portée 2 saisons. Les pieds de l'enfant ne firent aucun bruit sur le tapis. Ce que Catherine entendit, c'est la respiration qui arriva à son coude. Elle ne baissa pas les yeux. Elle tourna une autre page. « C'est un livre de morceaux », dit une voix. Très petite, très claire, et tout à fait neutre. « Oui. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me souvenir de 8 ans de tissu dans ma tête, » dit Catherine. « Et si j'oublie ce qu'une robe était avant, je pourrais la couper mal la 2e fois. » Lady Ellen considéra cela. Elle avait les yeux de son oncle et un air de sérieux profond et permanent. Que sont les petites écritures? 3 lignes sous chaque morceau. Ce que c'était, ce que c'est devenu, qui l'a porté. Catherine retira sa main de la page pour que l'enfant puisse voir. Je n'écris jamais rien d'autre dedans. Pourquoi pas? Parce que le reste ne m'appartient pas de l'écrire. L'enfant la regarda un instant, avec une expression qui n'avait rien d'enfantin. Puis elle posa sa main à plat sur la page et dit « Tournez-les en arrière ». Elles remontèrent 5 ans de Wormsley, une largeur de doigt à la fois. Un satin vert qui avait été une robe de Noël et qui fut transformée en 2 Spencers. Une bombazine noire faite pour un enterrement et élargie pour un autre. À la 4e page du début, la main de Lady Ellen s'arrêta. Le morceau était bleu, un bleu profond et tranquille, un peu délavé sur un bord où il avait été exposé à une fenêtre. Une ligne de cordonnet très fin y était travaillée dans la même couleur, de sorte qu'il fallait le tenir à la lumière pour voir le motif. L'enfant ne dit rien pendant un long moment. « C'est à ma mère, dit-elle. « Oui. Vous ne devez pas dire que ce n'est pas vrai, parce que je le sais. Elle l'avait à Noël, et elle l'avait quand l'homme est venu la peindre, et elle l'avait quand la petite voix s'arrêta, se ferma, et recommença quelque part de plus sûr. C'est à ma mère. »« C'est à votre mère, dit Catherine. Elle nous l'a envoyé en novembre de l'an 15, parce que les manches étaient d'une forme ancienne, et qu'elle ne voulait pas d'une nouvelle robe. J'ai enlevé les manches, je les ai coupées plus étroites, et j'ai fait le cordonnet autour du cou pour utiliser le tissu. Elle est venue elle-même pour l'essayage, et s'est tenue sur ce même tabouret sans une seule plainte, ce que très peu de dames font. Quelles sont les 3 lignes? Catherine les lut, parce qu'elles étaient écrites pour être lues. Était une soie bleue de fabrication londonienne, manche de forme ancienne. Devenue une soie bleue avec des manches étroites et un col cordonné. Portée par sa grâce, la duchesse de Fenwood. Elle fit une pause. Il y a une 4e ligne en dessous. J'ai enfreint ma propre règle une fois. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle a pris son propre châle sur la chaise et l'a mis sur mes épaules, parce que la pièce était froide. La nurserie était très silencieuse. À l'autre bout, Madame Loxley avait cessé de parler de presse à linge depuis un certain temps. Lady Ellen Rushworth se tenait la main sur la page, la mâchoire serrée, exactement comme une femme de 40 ans, déterminée à ne pas se donner en spectacle en public. « Vous pouvez me mesurer, dit-elle, si vous êtes rapide. » Catherine fut rapide. Elle la mesura à la fenêtre, à la bonne lumière, et lui dit chaque mesure à voix haute au fur et à mesure qu'elle la prenait. Car il n'y a rien au monde de plus insupportable pour un enfant que d'être discuté au-dessus de sa propre tête. 56 cm, 38 du cou à la taille derrière, ce qui faisait 7 cm de plus que ce que la robe noire permettait. La robe tirait les épaules de l'enfant vers l'avant depuis 6 mois, et personne dans cette grande maison propre ne l'avait remarqué. « Vous avez grandi, et plus rien ne vous va, » dit Catherine. « Ce n'est pas de la négligence, c'est juste ce que font les enfants de 9 ans. Tante Marfleet dit que je suis négligée. » Le ruban s'arrêta une demi-seconde, puis continua. « Vraiment? » Elle l'a dit dans le hall cet été à M. Pettick. Elle a dit « Regardez l'enfant, elle est négligée. » Et elle pleurait en le disant. Et puis elle m'a donné une boîte à ouvrage avec un couvercle en nacre. Une pause. Je n'aime pas la boîte à ouvrage. J'aime ma tante. Ce sont 2 choses différentes, et tout le monde continue de les confondre. C'est bien vrai, acquiesça Catherine. Tournez-vous, s'il vous plaît. Le menton haut. Et c'est à ce moment-là, avec le ruban sur les épaules de l'enfant, que Catherine regarda au-delà d'elle, vers l'embrasure de la porte. Le duc de Fenwood s'y tenait. Elle ne savait pas depuis combien de temps il était là. Assez longtemps. Il avait une main sur le cadre de la porte et n'était pas entré. L'expression sur son visage était une qu'elle avait vue une fois auparavant. Sur un homme se tenant sur la place du marché pendant le dur hiver,
regardant un boulanger porter un plateau de pain devant lui. Ce n'était pas du chagrin. C'était plus proche de la faim. Il vit qu'elle l'avait vu. Il retira sa main du cadre. « Continuez, dit-il, s'il vous plaît. » Et il resta dans l'embrasure de la porte pendant tout le reste, 4 minutes, sans dire un mot de plus. La fille de son frère se tenait sur un tabouret dans une vieille robe noire, le menton haut, disant à une couturière son propre tour de taille. Patrick Rushworth descendit ensuite par l'escalier de service, plutôt que par le grand escalier. Il faisait ça dans sa propre maison, et il le savait. La lettre de M. Startin était arrivée mardi, et était toujours sur le bureau dans la salle de gestion, maintenue par un morceau de tuile de drainage. Car il l'avait lu 6 fois, et n'avait pas encore été capable d'y répondre. Startin était un homme bon, et écrivait comme tel, ce qui signifiait qu'il disait la vérité avec les mots les plus simples possibles. La requête de Madame Marfleet sera entendue lors des sessions de la Saint-Michel ou peu après. Le juge ne décidera pas sur la base d'une simple déclaration sous serment dans une affaire concernant la personne d'un mineur. Il ordonnera une enquête et un gentleman se rendra à Farcourt pour voir la maison et l'enfant et faire un rapport. Je dois vous dire franchement ce que ce gentleman cherchera. Il cherchera le décor ordinaire d'une vie de famille. Et il portera son jugement en une soirée sur ce qu'il pourra voir, entendre et ce qu'on lui dira à votre propre table. Et puis le paragraphe que Patrick avait le plus lu. Votre position n'est pas faible en droit. Le testament de votre frère vous a nommé, et n'a nommé personne d'autre. Elle est faible en apparence. Vous n'êtes pas marié. Vous n'avez pas dîné en société depuis que vous avez hérité du titre. Et vous êtes connu dans le comté, principalement comme un homme qui n'est pas connu. Madame Marfleet a un mari, une maison à Bristol, un banc d'église, et beaucoup de sentiments naturels. Si vous me pardonnez, elle a une vie, et vous avez un domaine. Il se tenait dans la salle de gestion, les mains sur le dossier d'une chaise. La pièce était la seule de la maison qu'il utilisait. Elle avait un bureau, 4 registres, une carte de la propriété, et une fenêtre qu'il ouvrait chaque matin, par tous les temps. Elle avait une chaise avec un bras cassé, qu'il avait réparé lui-même avec du fil de fer, car il avait passé 9 ans dans un pays où un homme répare sa propre chaise. Il connaissait chaque champ de cette carte par son loyer et son drainage, et avait tout parcouru en 14 mois. Il avait investi 900 livres dans de nouveaux fossés sur les terres basses et avait remis le moulin en marche. Il n'y avait pas un seul locataire sur la propriété qui dirait un mot contre lui. Il ne pouvait pas s'asseoir dans une pièce avec un étranger pendant 4 heures. C'était tout le problème, et aucune tournure de phrase ne pouvait l'améliorer. Il était allé à la réception de la Saint-Michel, précisément pour essayer. Carl Startin avait écrit « Vous devez être vu », et il avait tenu 1h30 en comptant les portes. La seule conversation dans tout ce bâtiment qui avait mené quelque part avait duré 4 minutes dans une salle à manger froide avec une femme qui réparait les vêtements des autres. Patrick s'assit à son bureau et regarda le mur pendant un moment. Puis il sonna, une chose qu'il ne faisait presque jamais, et demanda à Madame Tapscott combien l'assistante de la couturière était payée pour une journée de travail à Farcourt, et de ne rien dire à personne de cette question. Madame Tapscott, qui était dans cette maison depuis qu'il était enfant, le regarda un peu plus longtemps que ce qui était strictement respectueux. 3 shillings par jour, votre grâce, dit-elle en revenant. Et son dîner. Merci. Puis-je demander ce que votre grâce a l'intention de faire? Non, dit-il, parce que je ne le sais pas encore, et si je le dis à voix haute avant de le savoir, je ne le ferai pas. L'essayage eut lieu le 16 octobre, et on lui donna la petite pièce au bout du passage nord, parce qu'elle avait une bonne lumière froide et une longue table. C'était l'ancien salon du matin de la défunte duchesse. Personne ne le dit, et Catherine le sut en 1 minute. Le panier à ouvrage était toujours sur la petite table près de la chaise, avec un ouvrage de broderie blanche dedans. Une aiguille encore piquée dans l'ouvrage, et le fil sur l'aiguille qui brunissait. 16 mois. Quelqu'un époussetait autour chaque semaine. Elle n'y toucha pas. Elle disposa ses patrons en papier, à l'autre bout de la pièce, et se mit au travail. Il entra à 4 heures, quand la lumière baissait, et se tint juste à l'intérieur de la porte, sans avancer plus loin, comme un homme qui avait appris l'endroit où il n'était pas le maître. « Mademoiselle Heathstone, votre grâce, je veux vous demander quelque chose, et je vais le faire maladroitement, dit-il. J'ai réfléchi pendant 2 semaines
à la manière de bien le faire. Il n'y a pas de bien. Catherine posa ses ciseaux. Le 18 novembre, un gentleman vient de Londres. Il dit, « Monsieur Gérard, pour les affaires de la cour. » Il regardera cette maison, la fille de mon frère, moi. Il s'assiera à ma table de 7 heures à minuit, et ensuite il écrira ce qu'il a trouvé. Il fit une pause. Mon avocat me dit que tout dépendra de cette soirée, et j'ai décidé de le croire. Oui, votre grâce. Je ne peux pas le faire. Il le dit de la manière dont un autre homme signalerait un arbre tombé en travers d'une route. Je peux parler à un locataire. Je peux parler à un maçon. J'ai passé 9 ans à parler à des hommes d'eau, de loyer et de chaux, et on me considérait comme un type assez civilisé dans le Northland. Sa mâchoire se contracta. Je ne me suis pas assis à une table en société depuis juin de l'année dernière. J'ai découvert que je ne peux pas commencer, et que si un silence dépasse une certaine longueur, je préférerais quitter la pièce plutôt que de le rompre. J'ai quitté des pièces dans ma propre maison. Votre grâce. Je n'ai pas fini, car si je m'arrête, je ne recommencerai pas. Il regarda la fenêtre plutôt qu'elle. Je voudrais vous engager pour une soirée. Ici, de 7 heures à minuit, les mêmes heures. Vous seriez assise dans le salon et apporteriez votre ouvrage. Car je ne suppose pas que vous puissiez rester assise 5 heures les mains vides, pas plus que moi. Vous n'auriez pas besoin de me divertir. Vous n'auriez pas besoin d'être intelligente. Je veux savoir si je peux être un homme dans une pièce avec quelqu'un dedans pendant 5 heures. Et je préférerais le découvrir là où ça n'a pas d'importance. La lumière avait presque disparu. Quelque part dans le couloir, une porte se ferma et quelqu'un porta un seau. « Une guinée, dit-il. Ce n'est pas un salaire. Ce sont des honoraires. Et je suis conscient de la différence. Vous pouvez refuser. Si vous refusez, la commande pour les vêtements de ma nièce reste exactement comme elle est, et je ne mentionnerai plus cela, ni à vous, ni à personne. » Catherine se tenait très immobile, la main sur la table froide. Elle pensa à la pièce de 6 pence sur le coin du lavabo et à un homme qui avait compté les portes à la réception de la Saint-Michel. Elle pensa malgré elle à une aiguille qui brunissait dans un ouvrage de broderie blanche inachevé à 3 mètres de là. « Vous avez dit ce que ce n'est pas, dit-elle. Puis-je demander ce que c'est? Dois-je être une dame dans votre salon, votre grâce? Non. Alors quoi? Une personne? » Il dit, voilà la difficulté. Je n'en ai pas eu une seule dans une pièce depuis juin de l'année dernière. Il y a eu le personnel, et l'enfant de mon frère, et des hommes pour les canalisations. Je ne sais pas si la faute vient de la maison ou de moi, et je ne peux pas le découvrir seul. Et si vous découvrez que c'est en vous, alors je le saurai à minuit un jeudi, dit-il, au lieu du 18 devant un gentleman de Londres avec la fille de mon frère endormie à l'étage. Catherine le regarda un long moment. Jeudi, alors, dit-elle. Madame Locksley ne cria pas. C'était en quelque sorte pire. Une guinée, dit-elle, pour une soirée, assise avec mon ouvrage. Oh, avec votre ouvrage. Elle reposa le fer plat sur le poêle avec grand soin, ce qui, dans cet atelier, équivalait pour une autre femme à le jeter. Une guinée n'est pas un salaire. Un salaire, c'est 3 shillings et un dîner. Et personne à Wormsley n'a jamais raconté d'histoire sur 3 shillings et un dîner de toute sa vie. Il a été parfaitement clair à ce sujet. J'en suis sûr. Je n'ai aucun doute sur la franchise de cet homme. C'est la seule chose qui me réconforte un peu. Madame Locksley s'assit. Elle le faisait à peu près aussi souvent qu'elle élevait la voix. Maintenant, écoute-moi. Tu ne seras pas ruiné ce soir-là. Tu seras ruiné après, dans cette ville, petit à petit, par des femmes qui ne te diront pas un mot en face. Je le sais. Tu ne le sais pas. Tu as 22 ans, Madame Locksley. Catherine s'assit en face d'elle. Elle ne l'avait jamais fait auparavant. J'étais assise par terre à la réception et je réparais un volant pendant que 2 femmes parlaient au-dessus de ma tête de la ruine d'une autre femme. Personne dans ce bâtiment ne m'a regardé de toute la nuit, sauf lui. Il m'a demandé ce que je faisais et il a écouté la réponse. Elle garda ses mains immobiles sur ses genoux. Je ne suis pas idiote. Je sais ce qu'il est et je sais ce que je suis. Et je sais exactement ce que cette ville fera d'une guinée. J'y vais quand même. Madame Locksley la regarda un moment. Ta mère avait la même voix, dit-elle enfin. 2 fois dans sa vie, et les 2 fois elle avait raison, et les 2 fois ça lui a coûté. Elle se leva et reprit le fer du poêle. Porte la grise, prends les bons ciseaux. Et Catherine, sois à la maison pour 1 heure, et entre par le devant de cette boutique, pas par l'arrière.
Si tu te faufiles, ils sauront qu'il y a une raison de se faufiler. Elle arriva à 7 heures. Farquhar, ce jeudi-là, avait une chose que Catherine n'avait jamais vue. Les volets du salon étaient ouverts et il y avait des bougies aux fenêtres. Depuis le tournant de l'allée, la façade de la maison avait 2 carrés de lumière jaune, comme un visage qui a ouvert les yeux. Il y avait un feu dans le salon et 19 bougies, que Catherine compta plus tard par pure nervosité. Une chaise se trouvait de chaque côté de l'âtre, avec une petite table à côté de chacune. Sur l'une se trouvait une carafe et un verre. Sur l'autre, où personne n'aurait pu le mettre par accident, se trouvait un bougeoir à 3 branches, disposé pour un travail de précision. Il avait pensé à la lumière pour une femme qui coudrait, et il ne l'avait pas mentionné, et il ne le mentionna pas maintenant. Ils dînèrent d'abord dans la petite pièce, à une table prévue pour 4, avec 2 valets de pied qui avaient reçu l'ordre d'être présents, mais pas de savoir quoi faire de leur visage. C'était très mauvais. Il lui demanda si la route de Wormsley avait été sèche. Elle dit que oui. Il lui demanda si elle buvait du vin, et elle dit pas habituellement. Il y eut un silence d'environ 12 secondes pendant qu'on enlevait la soupe. Ça allait être une catastrophe, et il leur restait 4h30. « Votre grâce, dit-elle, puis-je dire quelque chose qui n'est pas de ma place? Je vous en serais obligé. Renvoyez les hommes. » Il leva les yeux. « Ils se tiennent derrière vous, dit Catherine. Et chaque fois que vous commencez, vous entendez un homme respirer, et vous vous arrêtez. J'ai été au service, d'une certaine manière, toute ma vie, et je connais ce son. Il n'y a personne dans cette maison qui ne sache déjà exactement ce que je suis et ce que vous m'avez payé. Leur présence ici ne protège aucun de nous. C'est juste une comédie. 1 seconde, 2 secondes, 3. Vous deux, dit le duc. Allez souper, laissez la vaisselle et fermez la porte. Ils partirent. La pièce sembla doubler de taille. Mieux, dit-il, considérablement. Et maintenant? Maintenant rien, votre grâce. Nous mangeons le mouton. Et ils mangèrent le mouton dans un calme qui dura 3 ou 4 minutes et ne fut pas une agonie. C'était plus facile, dit-il à la fin, sur le ton d'un homme notant une mesure. Oui, dit Catherine, et aucun d'eux n'en fit toute une histoire. À 8 heures, ils allèrent au salon, et elle sortit son ouvrage, et la soirée changea. Elle avait apporté la pelisse de Lady Ellen, en mérinos vert bronze que l'enfant avait choisi elle-même, parmi 9 échantillons, après 20 minutes de la plus sérieuse délibération que Catherine ait jamais vue chez un être humain. Elle enfila son aiguille, plaça le bougeoir où elle le voulait, et commença à rabattre la doublure le long du bord avant. Le petit son régulier de son travail emplit la pièce et y resta. Il s'assit dans l'autre chaise avec un livre qu'il ne lisait pas. « Je ne savais pas, dit-il après un moment, que ça faisait du bruit. »« Quoi donc ?»« La couture. J'ai été dans des pièces avec des femmes qui cousaient toute ma vie, et je pensais que c'était une occupation silencieuse. » Il tourna la tête. « Ce n'est pas le cas. Il y a le fil et l'aiguille qui passent, et de temps en temps un petit son comme un charbon qui se tasse. C'est le dé à coudre sur le chat de l'aiguille. 16 3 fois à chaque point si le tissu est épais. » Elle ne leva pas les yeux. On pouvait entendre depuis le couloir combien de femmes dans l'atelier de ma mère étaient en retard sur leur travail. « Comment ? Parce qu'une femme qui est en retard coud plus vite qu'elle ne peut respirer, et ça devient irrégulier. » Il resta silencieux un moment après ça. Mais c'était une qualité de silence différente. Elle fit ce qu'elle avait passé 5 ans à apprendre à faire dans les cabines d'essayage, c'est-à-dire laisser un blanc sans que cela ne devienne un trou. « Vous avez été 9 ans dans le Northland, dit-elle. Qui faisiez-vous? Pas le titre, les journées. » Et le duc de Fenwood, qui avait compté les portes à la réception de la Saint-Michel, parla pendant 40 minutes de drainage. Il parla d'une tourbière sur une colline au-dessus de Hexham, considérée comme sans valeur pendant 200 ans, et des 2 mois qu'il passa à la parcourir avec une bêche pour trouver d'où venait l'eau. Il parla du jour où ils creusèrent le premier drain principal, et où toute la colline se mit, de manière tout à fait audible, à couler. Il parla des 17 familles sur cette terre, et de leur loyer avant et après. Il parlait comme un homme qu'on aurait libéré. « Je vous ennuie terriblement, dit-il enfin. « Pas du tout. Vous avez dit plus en 40 minutes que dans tout le reste du temps où je vous ai connu, et rien de tout cela ne concernait la météo. » Catherine se tourna vers la police. « Puis-je faire une observation? »« Oui. Vous n'êtes pas un homme qui ne sait pas parler. Vous êtes un homme qui ne sait pas parler de rien. »
Ce sont deux afflictions différentes, et seule l'une d'elles est sérieuse. À 10 heures, il fallait raviver le feu, et il le fit lui-même, ce qu'aucun duc du comté n'aurait fait. Un homme qui a été agent connaît la différence entre un feu et un brasier. Agenouillé là, les pincettes à la main, le dos tourné vers elle, il dit « J'étais dans le Northumberland quand ils sont venus me chercher. » L'aiguille de Catherine s'arrêta. Deux hommes sont montés du gué de Bledlow cette nuit-là, et Pethick a envoyé une lettre par la poste à 6 heures du matin, et elle m'est parvenue le vendredi à midi. J'étais dans un champ. Il mit un charbon en place. Je n'avais pas vu mon frère depuis 5 ans. Pas à cause d'une querelle. Il écrivait 2 fois par an, et je répondais 2 fois par an. Il avait 10 ans de plus que moi, et il avait ceci. J'avais un cheval, un chien, un très bon cottage avec un toit en ardoise. Je pensais vraiment que j'avais fait la meilleure affaire, et que nous le savions tous les deux. Votre grâce, laissez-moi aller au bout. Je ne l'ai jamais dit dans l'ordre auparavant. Il posa les pincettes. Je suis venu dans le sud en 2 jours. Quand je suis arrivé ici, il les avait mis dans la chapelle. La sœur n'était pas venue de Bristol, et l'homme des pompes funèbres voulait fermer les couvercles à cause du temps. Je ne l'ai pas laissé faire. 2 nuits, je suis resté assis là. On m'a demandé depuis à quoi je pensais. Je n'ai jamais répondu, car la réponse, c'est que je ne pensais à rien du tout. J'attendais que ce soit une erreur. Le feu crépitait. Quelque part au-dessus d'eux, une planche du plancher craqua, comme le font les vieilles maisons. Puis, ils ont fait descendre l'enfant. Il dit qu'elle avait un rhume et que c'est pour ça qu'elle n'était pas dans la calèche. Sa mère avait dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec cette toux, et c'était une contrariété à l'époque, et c'est l'unique raison pour laquelle la fille de mon frère est en vie. Elle se tenait à la porte de la chapelle en chemise de nuit et me regarda, un homme qu'elle avait vu peut-être 4 fois dans sa vie, et dit « Êtes-vous l'oncle » ? « Qu'avez-vous dit » ? J'ai dit « Oui ». Il regardait toujours le feu. Et elle a dit « Alors vous feriez mieux de monter, parce qu'ils ont tous pleuré, et personne ne m'a mis au lit. » Alors je suis monté. Catherine était assise avec le mérinos vert bronze sur ses genoux, et ne dit pas un seul mot, car il n'y avait rien sur cette terre à dire. Et elle avait compris quelque chose à son sujet que, soupçonnait-elle, personne d'autre en vie n'avait compris. Il n'avait pas échoué à devenir le maître de cette maison. Il avait refusé, au cas où cela se révélerait être une erreur. Et cela avait duré si longtemps que le refus était devenu la maison. « Votre grâce, dit-elle enfin, puis-je poser une autre question qui n'est pas de ma place? Vous en avez posé 4. Pourquoi les horloges sont-elles arrêtées ?» Il se retourna sur le tapis de l'âtre et la regarda. « Parce que nous les avons arrêtées, dit-il, comme il se doit. Et qui donne l'ordre de les redémarrer? Rien. Le feu, le charbon qui se tasse, 19 bougies. Le maître de maison, dit le duc de Fenwood, donne cet ordre. À 11 heures moins le quart, la porte s'ouvrit d'environ 10 centimètres et Lady Ellen Rushworth entra dans le salon, en chemise de nuit, les cheveux dénoués dans le dos et les pieds tout nus. Nell. Il était sur ses pieds. Il est 11 heures. Je sais. J'ai entendu la maison. Vous avez entendu? On parle en bas. Elle regarda de son oncle à Catherine et de nouveau à son oncle avec la terrible franchise de ses 9 ans. On ne parlait plus en bas depuis maman. Madame Tapscott dit que le salon est fermé et il n'est pas fermé. Je suis venu voir qui c'était. Catherine mit son ouvrage de côté et se leva. Ce n'est que moi, madame. Je répare votre pelisse. La nuit. Lady Ellen entra complètement, sur le sol froid, et se tint près de la chaise de Catherine. Elle posa la main sur la laine vert bronze et la caressa une fois. « C'est mon verre, dit-elle. Je l'ai choisi. » En effet, l'enfant se tenait là et ne demandait rien. Elle se tenait simplement, au milieu d'une pièce éclairée, à 11 heures moins le quart du soir, la main sur un morceau de tissu, le feu crépitant. 2 adultes qui ne la renvoyaient pas. C'était si manifestement la meilleure chose qui lui soit arrivée en 16 mois que Catherine dut regarder très attentivement sa propre couture. « Oncle. Oui. Est-ce qu'elle revient ?» Le duc de Fenwood se tenait sur le tapis de sa propre cheminée, dans sa propre maison, et ne répondit pas pendant 4 bonnes secondes. « Je ne sais pas, dit-il. Ce n'est pas à moi de le dire seul. » Nell réfléchit à cela et le trouva manifestement satisfaisant, ce qui en dit long à Catherine sur ce qu'on avait dit à l'enfant dans sa vie. « Bonne nuit, dit-elle, et elle sortit. Ils écoutèrent ses pieds monter les escaliers, tous les deux, sans faire semblant.
La maison n'avait aucun moyen d'indiquer l'heure. Catherine n'avait pas compris, jusqu'à ce qu'elle soit assise dans ce salon pendant 5 heures, ce que des horloges arrêtées font réellement à une pièce. Il n'y a pas de quart d'heure et pas de son à la demi. La soirée n'avance pas. Il se fait juste plus tard, et on découvre à quel point il est plus tard en regardant les bougies. Il sortit sa montre à un moment donné après le départ de l'enfant, la regarda et ne dit pas l'heure qu'il était. Enfin, il se leva. Mademoiselle Hadstone. Elle leva les yeux, l'aiguille à la main. Il est minuit, dit-il. Alors j'ai terminé, votre grâce. De 7 heures à minuit, oui. Il sortit. Elle entendit ses bottes traverser le hall et s'arrêter. Puis un son revint par la porte ouverte, qu'elle ne put identifier pendant une seconde, car il n'existait plus dans cette maison. Le petit cliquetis sec d'un boîtier d'horloge qu'on ouvre et le bruit d'une clé qu'on tourne. 11 tours. Elle les compta sans le vouloir. Puis l'horloge du hall de Farquhar commença à sonner les 12 coups pour la première fois en 16 mois, dans une maison où chaque âme était éveillée et faisait semblant de dormir. Il revint et se tint dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air d'avoir couru, bien qu'il n'ait marché que 9 mètres. « Restez, dit-il. » Catherine piqua soigneusement l'aiguille dans le tissu. « Votre grâce. »« Restez, dit Patrick Rushworth. Le 18, quand Sherard viendra, asseyez-vous dans cette chaise avec votre ouvrage, et qu'il y ait un son dans la maison. » Il s'arrêta alors, car il était le genre d'homme qui ne pouvait pas laisser une chose fausse en suspens, même quand elle le servait. « Non, ce n'est pas tout, et je préfère le dire maladroitement maintenant, plutôt que vous ne le découvriez plus tard. Je ne veux pas que vous soyez ici pour Sherard. Alors pourquoi? Je ne sais pas, dit-il. C'est la réponse honnête, et ce n'est pas une bonne. J'ai eu une soirée en 16 mois où j'étais un homme dans une pièce au lieu d'une chose dans une maison. Quand l'horloge a sonné, j'ai découvert que j'aurais donné beaucoup pour qu'il ne soit pas minuit. Il posa sa main à plat sur le cadre de la porte. « Rentrez chez vous, mademoiselle Hadstone. Madame Tapscott a la guinée, et le cabriolet est à la porte. Je n'ai aucun droit d'avoir dit tout cela, et j'en suis conscient. » Catherine se leva. Ses mains étaient tout à fait stables, ce qui la surprit car rien d'autre en elle ne l'était. « Votre grâce, dit-elle, je viendrai le 18 pour les honoraires. »« Non, dit-elle, pas pour les honoraires, et je vous serai reconnaissante de ne pas m'en offrir. Une femme peut être payée pour une soirée, où elle peut choisir d'en faire cadeau. Elle ne peut pas faire les deux à la fois. Et je découvre que je préfère faire la seconde. » Elle était à la porte avant qu'il ne parle à nouveau. « Mademoiselle Hadstone, votre grâce, merci pour l'horloge, dit-il. Je n'ai pas touché à votre horloge. »« Non, dit le duc de Fenwood. Vous m'avez demandé qui donne l'ordre. Wormsley le sut dès le samedi. La nouvelle sortie des écuries de Farquhar, comme toujours, par la sœur d'un palefrenier qui était au service de Kitson. Le lundi matin, on y avait ajouté la guinée, et le mardi, beaucoup de choses qui ne s'étaient jamais produites. Madame Gantorp entra dans la boutique le mercredi pour annuler la police. Elle fut parfaitement agréable, et la gentillesse était tout l'art de la manœuvre. Elle se tenait au comptoir avec son beau chapeau et dit qu'elle avait changé d'avis sur la couleur. Bien sûr, elle paierait pour la coupe déjà faite, et elle paya jusqu'au dernier sou. Elle ne regarda pas une seule fois vers la porte de l'atelier, où Catherine se tenait avec un ourlet sur le bras. « La couleur » dit Madame Locksley, quand la porte se fut refermée. « Laissez tomber, madame. Je ne laisserai pas tomber. Ce sont 9 guinées qui descendent la place du marché dans un chapeau que j'ai garni moi-même. » Madame Locksley posa ses 2 mains à plat sur le comptoir. 2 autres partiront cette semaine. Lady Kitson ne le fera pas, car Lady Kitson n'a jamais de sa vie fait ce que Madame Gantorp a fait en premier. Catherine se tenait au milieu de la boutique. « Je partirai, dit-elle. Aujourd'hui, vous direz que vous m'avez renvoyé, et dans 6 semaines, ce sera au tour de quelqu'un d'autre de faire parler de lui. Asseyez-vous, Madame Locksley. Asseyez-vous, Catherine Hadstone, dans ma boutique, que je tiens depuis 22 ans et pour laquelle j'ai enterré un mari. » La voix de Madame Locksley n'était pas forte. « Sais-tu ce que ta mère a fait pour moi pendant l'hiver de l'an 97 ? J'avais la grippe et 4 robes promises pour le bal de Bledlow. Elle est restée dans cette pièce 9 nuits avec son propre bébé endormi dans un tiroir et n'a jamais pris un sou de plus que son salaire. Quand je le lui ai offert, elle a dit une chose dont je me souviens depuis 20 ans. Elle a dit « Vous en aurez plus besoin au printemps. » Elle se redressa. « Tu ne partiras pas.
Si 4 familles me quittent à cause d'une fille qui s'est assise dans une pièce avec son ouvrage, alors qu'elles partent, je serai plus pauvre, et j'aurai toujours une boutique, un nom, et mon souper. Maintenant va finir la police de cet enfant. Elle est due à Farcourt vendredi, et c'est la meilleure chose que tu aies faite en 5 ans. Catherine entra dans l'atelier, ferma la porte, et pleura pendant environ 90 secondes, en silence. Le silence était permis. Madame Adelaide Marfleet vint à Farcourt le 9 novembre. Elle vint de son plein droit, et personne ne le contesta. Elle était la tante de l'enfant, sa seule parente proche du côté de sa mère, et elle était venue toutes les 6 semaines depuis les funérailles, dans une chaise de poste louée à Bristol. C'était une grande femme de 44 ans, vêtue d'un violet coûteux, avec la bouche d'Isabelle, mais aucune de son aisance. Elle avait épousé un marchand de vin d'une bonne famille de Bristol. Elle avait une maison sur une colline au-dessus de la ville, et elle était, comme M. Startin l'avait écrit avec une précision si douloureuse, une femme avec une vie. Elle trouva Catherine dans la pièce nord, avec l'enfant sur un tabouret. « Tante, dit Lady Ellen, voici Mademoiselle Hatstone. Elle a fait le bleu de maman. Vraiment ?» Madame Marfleet se tenait dans l'embrasure de la porte, ses gants à la main. « Tourne-toi, Nell. » L'enfant se tourna. La pelisse était sur elle, vert bronze, terminée ce matin-là, le col se tenant exactement comme il le devait, et les bords avant tombant droit comme un fil à plomb. Madame Marfleet regarda la fille de sa sœur un long moment. « Eh bien, dit-elle, tu ne seras pas envoyée à Bristol dans une robe noire, en tout cas. Montez voir Holloby, mon amour. Je veux dire un mot à cette personne. » L'enfant partit comme le font les enfants, quand ils ont appris que le mot « personne » signifie que le ton changera dès que la porte sera fermée. Ce fut le cas. « Je sais qui vous êtes. » Madame Marfleet dit « Vous êtes la Guinée. Je suis la couturière, madame. » Vous êtes la Guinée. Et vous pouvez m'épargner la modestie, car je l'ai entendue de 3 sources différentes. Elle entra dans la pièce. Savez-vous ce que j'ai fait ces 16 mois? Je me suis assise dans ce hall, avec les horloges arrêtées. J'ai pris cet enfant sur mes genoux, et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Et elle répond, « Rien, tante, parce que c'est vrai. J'ai écrit au duc de Fenwood 11 fois. Il a répondu 11 fois, en 4 lignes sur le papier du domaine, toujours poliment, toujours au sujet des arrangements. Aucune de ces lettres ne m'a dit une seule chose qu'elle a dite, faite ou voulue. » Catherine posa ses épingles. « Et maintenant, dit Madame Marfleet, j'entends qu'en octobre, il s'est assis pendant 5 heures avec une femme qu'il a payée, dans la pièce où ma sœur avait l'habitude de s'asseoir, et a parlé. Une chose qu'il n'a pas pu faire pour moi en 16 mois, et je suis de son sang. » Sa voix se brisa au milieu du mot et elle l'a repris avec un effort terrible à voir. Vous pouvez imaginer comment cela m'a frappé. Madame, il demande à une femme engagée de lui apprendre à être un père. Elle le dit doucement. C'est tout mon argument, et je le présenterai exactement dans ces termes. Alors vous utiliserez une chose vraie à mauvais escient. Catherine dit, « Je vous demande pardon. Il ne m'a pas engagé pour lui apprendre quoi que ce soit, madame. Il m'a engagé parce qu'il avait peur d'avoir oublié comment être dans une pièce. Et il voulait le découvrir un jeudi avec une couturière, plutôt que le 18 avec un gentleman de Londres. » Elle croisa le regard de la femme plus âgée. « Vous avez été honnête avec moi, alors je serai honnête avec vous. Il ne m'a pas choisi à votre place. Il ne pouvait pas le faire avec vous, madame, parce que vous êtes de son sang. Vous êtes tout ce qui s'est passé, assise dans son hall dans votre robe violette toutes les 6 semaines. Je ne suis personne. C'est ma seule qualification, et c'est pourquoi ça a fonctionné. » La pièce était très silencieuse. Madame Marfleet se tourna vers la fenêtre, ses gants écrasés dans sa main. « J'ai enterré 3 des miens, dit-elle à la vitre. 2 avant qu'il n'ait 1 an, et 1 à 4 jours. Je n'en parle pas. Je vous le dis parce que vous avez été correct avec moi, et parce que sinon vous penserez que je suis une femme qui collectionne un enfant comme on collectionne de la porcelaine. » Elle prit une profonde inspiration. « On ne m'a pas fait venir. Savez-vous que 2 hommes sont partis vers le nord, vers le Northland, cette nuit-là, et que personne dans cette maison n'a envoyé un homme vers l'ouest, vers moi? Je suis venu le jeudi parce que je l'ai lu dans un journal, dans mon propre salon du matin, dans un journal. » Elle porta sa main à son visage un instant. « Il était dans un champ, » dit Catherine. « Ils l'ont fait venir parce qu'il était l'héritier et qu'il y avait des papiers à signer. Personne n'a pensé à la sœur. Ce n'était pas de la cruauté, madame. C'était une maison sans tête. Je suis consciente de ce que c'était.
La voix de Madame Marfleet était de nouveau stable. Ça ne change rien au fait de ne pas avoir été appelée au milieu de la nuit, qui est le moment où ce genre de choses revient. Elle enfila ses gants, doigt par doigt, comme le fait une femme qui termine une conversation qu'elle a décidé d'avoir assez durée. « Je ne me retirerai pas, dit-elle. Je ne suis pas une femme méchante, et je ne suis pas une idiote. Je pense que cette maison fera de cet enfant un fantôme. Et j'ai l'intention de l'empêcher. Et je préfère être détestée dans 3 comtés plutôt que de me tenir un jour sur la tombe de Nell en pensant que j'aurais pu parler. Le 18, je serai dans cette pièce, et je dirai à Monsieur Sherard la vérité telle que je la vois. Je vous estimerais moins si vous ne le faisiez pas, dit Catherine. Madame Marfleet s'arrêta à la porte. Vous n'êtes pas du tout ce qu'on m'a dit, dit-elle. Ce n'est pas un compliment. Ça rend toute l'affaire encore pire. Il vint à Wormsley le 11. C'était en soi un événement. La calèche du duc de Fenwood resta sur la place du marché, devant une boutique de toile pendant un quart d'heure, et chaque âme de Wormsley trouva une affaire à une fenêtre. Madame Loxley jeta un coup d'œil par la porte de la boutique, monta à l'étage et s'enferma dans la salle de coupe. C'était la chose la plus utile que quiconque ait faite à Wormsley ce jour-là. Il demanda à Catherine de sortir avec lui, et ils marchèrent à la vue de tous le long du sentier du cimetière, où toute la ville pouvait les voir, et personne ne pouvait les entendre. J'ai reçu Startin. Il dit qu'il a passé 3 jours à Farcourt, et qu'il a lu la déclaration de la tante. C'est mauvais? C'est exact. C'est ça qui est mauvais. Il marchait les mains derrière le dos. Chaque fait est vrai, et chaque conclusion est fausse. Et on me dit que c'est l'espèce de document la plus dangereuse qui soit. Ils arrivèrent au coin où se trouve l'IF. Startin dit qu'il n'y a qu'une seule réponse, et il le dit clairement, comme il dit tout. Le juge ne retirera pas un enfant d'un foyer stable. Et un foyer est stable quand il y a une maîtresse de maison. Si j'étais marié avant le 18, ou engagé de manière à pouvoir le jurer, le cas de Madame Marfleet s'effondre en une matinée. Catherine continua de marcher, car s'arrêter aurait été une réponse en soi. Mademoiselle Adstone. Il s'arrêta quand même. Voulez-vous m'épouser? Les corbeaux passèrent au-dessus du cimetière. Elle avait pensé à cette possibilité pendant peut-être 8 jours, de la manière dont on pense à la mer quand on ne l'a jamais vue. Elle n'était jamais allée jusqu'à l'imaginer près d'un mur d'if à 2 heures de l'après-midi. Pourquoi? Dit-elle. Parce que cela réglerait la question de l'enfant. Il l'entendit en le disant. Elle le regarda l'entendre. Non, dit-il aussitôt. Ce n'est pas ça. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que j'ai dit. Ses mains étaient sorties de derrière son dos. Ce n'est pas faux. Et c'est là ma difficulté. Je n'ai pensé à rien d'autre depuis 8 jours. Et je ne peux pas séparer les deux choses dans ma propre tête. Et je ne vais pas rester dans un cimetière et vous prétendre que je le peux. Alors je les séparerai pour vous, puisque j'ai eu moins de choses à penser. La voix de Catherine était parfaitement neutre et ses mains tremblaient. Alors elle les mit derrière son dos, et c'est ainsi qu'ils se tinrent là, à 1 mètre l'un de l'autre. Vous me voulez parce qu'une maison avec une femme dedans se lit mieux dans un rapport. Et vous me voulez parce qu'un jeudi d'octobre, vous avez découvert que vous pouviez respirer. Ces 2 choses sont vraies. Seule la seconde est une raison de se marier, et ce n'est pas celle que vous avez avancée en premier. Catherine, ne faites pas ça. C'est sorti plus durement qu'elle ne l'avait prévu. Vous ne m'avez jamais appelé comme ça avant, et si vous le faites maintenant, je ne pourrai pas dire le reste. Il ferma la bouche. J'ai passé toute ma vie, dit-elle, à faire en sorte que les choses aient l'air comme si rien ne leur était jamais arrivé. Je peux prendre une robe qui a été retournée, tachée, élargie pour un enfant, et l'envoyer dans une salle de bal avec l'air de 4 guinées de soie neuve. Aucune femme dans cette pièce ne trouvera la retouche. Elle respirait fort maintenant. Je ne serai pas une retouche, votre grâce. Je ne serai pas la pièce que vous mettez sur le trou dans cette maison, pour que le gentleman de Londres ne le voie pas. Parce qu'une retouche tient pour un usage ordinaire, et elle cède au moment où on la tire. Et je vous l'ai dit dans la salle à manger à minuit, et vous n'y avez pas pensé une seule fois depuis. Ce n'est pas vrai. Alors à quoi avez-vous pensé? Que je n'ai jamais de ma vie rencontré quelqu'un qui dise la vérité brute. Il dit que je ne savais pas que j'étais seul, jusqu'à ce qu'une femme s'assoie dans mon salon pendant 5 heures avec un morceau de laine verte. Que lorsque l'horloge a sonné midi, je me suis tenu dans le hall avec la clé à la main et je ne pouvais pas me résoudre à repasser cette porte, car la repasser signifiait que c'était fini. Sa voix s'était élevée. Il la baissa. Et que je suis sur le point de perdre la fille de mon frère. Et je ne peux pas dire lequel de ces 2 faits me fait dire cela si mal.
Tant que je ne le pourrai pas, vous avez entièrement raison de me refuser. Oui, dit Catherine, j'ai raison. Une charrette passa de l'autre côté du mur. Le charretier les regarda aussi longtemps que son cheval le permit. Je ne viendrai pas le 18, dit-elle. Vous aviez dit que vous viendriez. Je l'ai dit avant que tout Wormsley ne sache ce que vous m'aviez payé, et avant que votre avocat ne décide que la forme de votre foyer est l'argument principal. Si je suis assise dans votre salon avec mon ouvrage, quand M. Sherard entre, que dira la tante? Elle dira « La voilà ». Elle le dira en 3 mots, et elle ne mentira même pas. Catherine ajusta ses poignets, qui n'en avaient pas besoin. Vous le ferez seul. Vous vous assiérez à cette table de 7 heures à minuit avec un étranger, et vous découvrirez que vous le pouvez, parce que vous l'avez déjà fait une fois. Et si je ne le peux pas? Alors la faute n'a jamais été dans la maison, dit-elle. Et vous feriez mieux de le découvrir avant que cet enfant ne soit assez grand pour qu'on le lui raconte. Elle le laissa debout dans le cimetière. Elle arriva jusqu'à la porte de la boutique, avant de comprendre qu'elle avait refusé un duc devant la ville. Ce serait la 2e histoire. Et entre les deux, son nom était maintenant une chose qui serait dite à Wormsley pendant 30 ans. Elle entra par le devant, comme on le lui avait dit, le menton haut. Monsieur Sherard arriva le 18 novembre et fut à Farcourt à 6 heures. C'était un homme doux, gris, sans hâte, de 50 ans, qui faisait ce travail depuis 30 ans et avait depuis longtemps cessé d'être impressionné par les maisons. Il regarda l'enfant, la nursery, les comptes de ce qui avait été dépensé pour elle, et il posa à Madame Tapscott un grand nombre de questions et nota les réponses. À 7 heures, ils s'assirent. Monsieur Sherard, Madame Marfleet dans sa robe violette, et le duc de Fenwood à sa propre table. Cela se passa comme Patrick l'avait su. Il répondit à ce qu'on lui demandait correctement, en 4 ou 5 mots, exactement comme il avait répondu à 11 lettres en 16 mois. Il s'entendit le faire et ne put s'arrêter. 2 fois, il commença une phrase sur son frère et la laissa en suspens. Madame Marfleet parla bien, et doucement, sans un mot de méchanceté, ce qui était infiniment pire que si elle s'était emportée. À 9 heures, toute la table était plongée dans le silence particulier que Patrick craignait depuis juin de l'année précédente. Dehors, le pendule de l'horloge du hall continuait, patient comme un battement de cœur, marquant la durée exacte de son échec. À 10h moins 20, il y eut une agitation dans le hall. Catherine Hearthstone avait marché les 6 kilomètres depuis Wormsley dans le noir, sa boîte à ouvrage sous sa cape, et elle entra dans ce salon avec l'ourlet de sa jupe mouillée jusqu'aux genoux. « Mademoiselle Hearthstone », dit M. Sherard en se levant, car c'était un homme courtois, et il ne savait pas encore qui elle était. « Monsieur », elle se tenait au milieu du tapis. « Mon nom est Catherine Hearthstone. Je suis une couturière à Wormsley, et j'ai fait les vêtements de cet enfant. En octobre, le duc de Fenwood m'a offert une guinée pour m'asseoir dans cette pièce de 7 heures à minuit avec mon ouvrage, et j'ai accepté. Tout le monde dans ce comté le sait, et vous l'auriez appris de quelqu'un avant que votre chaise de poste n'atteigne le péage, alors autant que vous l'appreniez de moi. Madame Marfleet était devenue blanche. « Je n'ai pas ma place ici, » dit Catherine. « Je sais exactement qui je suis. Je suis venu parce que je suis la seule personne en vie qui sait pourquoi il l'a fait, et il ne vous le dira pas parce qu'il ne sait pas comment parler de lui-même dans une pièce. Mademoiselle Hearthstone, dit Patrick, votre grâce, je vous ai refusé dans un cimetière devant la ville, et je n'ai aucun intérêt pour votre maison. Qu'est cela répondre pour moi? Elle se tourna de nouveau vers M. Sherard. Il n'a pas engagé une femme pour faire un spectacle pour vous. Il a engagé une étrangère pour savoir s'il pouvait encore s'asseoir dans une pièce avec quelqu'un, parce qu'il ne l'avait pas fait depuis qu'ils avaient sorti son frère du guet. Il a arrêté à minuit, m'a payé, m'a renvoyé chez moi. Puis il est allé dans son propre hall et a remonté l'horloge qui était arrêtée depuis 16 mois. Chaque domestique de cette maison est resté au lit et l'a écouté sonner les 12 coups. La pièce était entièrement silencieuse. « Monsieur, dit Catherine, vous êtes venu pour savoir si cette maison est convenable pour un enfant. Vous êtes le seul homme en Angleterre qui puisse le faire parler. Demandez-lui ce qu'il attendait. » Monsieur Sherard la regarda un long moment, puis il s'assit, remit le capuchon sur son stylo et dit « Votre grâce, qu'attendiez-vous » Et Patrick Rushworth, à sa propre table, les mains à plat sur la nappe, dit « Que ce soit une erreur. » Personne ne bougea.
Je n'ai pas arrêté les horloges, dit-il. Elles ont été arrêtées pour moi, correctement, comme il se doit, mais je n'ai jamais donné l'ordre de les redémarrer. Et je sais depuis 1 an que j'étais le seul homme qui pouvait le faire, et je ne l'ai pas fait parce que les redémarrer rendait la chose vraie. Mon frère est mort. Je ne suis pas le duc de Fenwood par un droit qui ait un sens pour moi. J'ai été l'agent de cette propriété pendant 16 mois, et j'ai été très bon à cela. Je n'ai pas une seule fois été le maître de cette maison. Le maître de cette maison est entré dans le gué de Bledlow, et j'ai gardé sa place au chaud, au cas où il y aurait eu une erreur. Il leva les yeux. L'enfant a grandi de 7 centimètres, et personne ne l'a remarqué, jusqu'à ce qu'une couturière la mesure. C'est mon argument, monsieur, et il n'est pas bon. Ce fut Madame Marfleet qui fit le premier son. Il était très faible. Catherine traversa la pièce, sortit le grand registre marbré de sa boîte, et le posa sur les genoux de la femme plus âgée, ouvert à la 4e page du début. « Madame, dit-elle, c'est le bleu de votre sœur. » Adelaide Marfleet baissa les yeux sur un morceau de soie délavé de la largeur d'un doigt, tendit une main et toucha le cordonnet. Elle lut les 3 lignes en dessous, puis la 4e, écrite par une jeune fille de 19 ans en novembre de l'an 15. Elle a pris son propre châle sur la chaise et l'a mis sur mes épaules parce que la pièce était froide. Elle faisait toujours ça. Madame Marfleet dit, toute sa vie, elle me l'a fait quand j'étais... Elle ne termina pas. Elle était assise dans un salon étranger avec la robe de sa sœur sous ses doigts et pleurait sans aucun bruit, de la manière dont les femmes de 44 ans pleurent en public. Le duc de Fenwood se leva, fit le tour de la table et posa sa main sur son épaule. C'était la première fois en 16 mois que quelqu'un dans cette famille touchait quelqu'un d'autre. La porte s'ouvrit de 10 centimètres. Lady Ellen Rushworth entra sur le sol froid, en chemise de nuit, les cheveux dénoués dans le dos, et regarda les 4 personnes. « On parle en bas, dit-elle. » Puis elle entra complètement, passa devant son oncle, devant le gentleman de Londres, et se tint aux genoux de Madame Marfleet. Elle posa sa petite main à plat sur la page ouverte, sur le bleu, à côté de celle de sa tante. Monsieur Sherard resta très immobile et n'écrivit rien. Il écrivit plus tard, dans un rapport qui est toujours plié dans une boîte à actes à Farcourt, qu'il faisait ce travail depuis 30 ans et qu'il avait appris à se méfier de tout ce qu'une maison lui montrait après 7 heures du soir. Il n'avait jamais vu auparavant toute la question d'un procès résolu par un enfant traversant un tapis. La requête ne fut pas jugée. Madame Marfleet la retira en janvier, selon des termes qu'elle écrivit de sa propre main, et elle n'était pas tendre. Lady Ellen Rushworth devait aller à Bristol du 1er mai à la fin de juillet chaque année jusqu'à ses 17 ans. Il devait y avoir une lettre chaque semaine de Farcourt, et ce ne devait pas être 4 lignes sur du papier de domaine. Elle devait dire ce que l'enfant avait dit, fait et voulu, ou Madame Marfleet en connaîtrait la raison. Patrick signa sans lire au-delà de la première clause. 3 mois de chaque année. Il ne prétendit jamais par la suite que cela ne lui avait pas coûté. Et Catherine l'aima pour cette franchise plus encore que pour sa concession. Il vint à Wormsley le 4 février, et cette fois, il ne lui demanda pas de sortir où la ville pouvait les voir. Il entra dans la boutique, ôta son chapeau, et se tint parmi les rouleaux de calicot, comme n'importe quel autre homme du comté. « C'est réglé, dit-il. L'enfant reste, et la tante est satisfaite. Mon avocat est retourné à Londres, et il n'y a pas une seule raison légale sur cette terre pour que je sois dans cette boutique. » Madame Locksley monta à la salle de coupe et fit beaucoup de bruit en chemin. « Mademoiselle Hadstone, dit Patrick. Il n'y a pas de rapport et pas de gentleman qui vient. Il n'y a absolument rien à régler par cela. Voulez-vous m'épouser? » Catherine se tenait les mains pleines de calicot écru. « Dites la raison, dit-elle. »« Parce que j'ai été un homme dans une pièce avec vous, dit-il, et je n'ai pas été un homme dans une pièce avec qui que ce soit d'autre depuis que j'ai 25 ans. Parce que vous êtes la seule personne qui m'ait jamais demandé qui donne l'ordre, et parce que j'aimerais, pour le reste de ma vie, entrer dans une pièce et trouver que quelqu'un y travaille. » 1 seconde, 2 secondes, 3. « Oui, dit Catherine Hadstone. Ils se marièrent en avril à Bledlow, dans une robe qu'elle fit neuve avec du tissu que Lady Ellen choisit après 20 minutes de la plus sérieuse délibération d'Angleterre. Pas retournée, pas refaite, neuve. Parce qu'elle avait passé 5 ans à faire en sorte que la vieille soie des autres femmes ressemble à une histoire sans passé, et elle n'allait pas se marier dans une retouche. Certaines portes de ce comté ne se rouvrirent jamais. Madame Ganthorpe fut malade pendant 20 ans, chaque fois que la duchesse de Fenwood était attendue.
Il y a 2 maisons à moins de 15 kilomètres de Farcourt dont les cartes de visite ne sont jamais arrivées. Catherine découvrit, à sa propre surprise, que cela la troublait à peu près autant qu'un violoncelle faux. Ce qui lui manquait, et continua de lui manquer, c'était l'atelier. Elle le dit une fois à 40 ans, et Nell en rit. Leur fils naquit en mars de l'an 21, dans la pièce avec la bonne lumière du Nord. C'était l'ancien salon du matin de la défunte duchesse, et c'était alors la salle de couture de la maison, avec 14 jeunes filles un mardi, apprenant le travail de précision pour 8 shillings la semaine. L'ouvrage de broderie blanche dans le panier d'Isabelle ne fut jamais terminé. Catherine aurait pu le faire en un après-midi. Il repose dans un cadre en verre dans le couloir de l'étage. L'aiguille y est encore piquée, avec le fil bruni. Et en dessous, d'une petite écriture, 3 lignes et rien de plus. Commencé par Isabelle, duchesse de Fenwood, le 12 juin, non terminé, ne doit pas l'être. Les horloges de Farcourt sont remontées le dimanche matin, toutes les 5, par Lady Ellen, quand elle est à la maison, car son oncle lui a donné les clés pour son 10e anniversaire et ne les a jamais reprises. Elle remonte l'horloge du hall de 11 tours, et elle ne laisse personne d'autre toucher l'horloge de l'écurie. Et la nuit de la Saint-Michel, les volets du salon de Farcourt sont ouverts, avec des bougies aux fenêtres. Depuis le tournant de l'allée, la façade de la maison a 2 carrés de lumière jaune. La duchesse est assise dans la chaise près du feu, avec son ouvrage, et le bougeoir à 3 branches à sa gauche. Il y a 9 robes dans cette maison qu'elle a faites de ses propres mains, et 4 qu'elle a faites 2 fois. Elle n'a pas besoin de les voir. Elle connaît leur son. Et il n'y a pas une seule âme sous ce toit qui ne la connaisse. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez et ce que vous avez ressenti. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires.